Bien, bonjour. Nous allons commencer maintenant l'étude de l'appareil génital chez la femme. L'appareil génital de la femme. Donc, comme d'habitude, on va commencer par une introduction et dans cette introduction, nous allons définir qu'est-ce que c'est que l'appareil génital de la femme. Donc, comme définition, on peut dire que l'appareil génital de la femme est constitué d'un certain nombre d'organes et ces organes se répartissent en trois groupes. Le premier groupe d'organes, ce sont essentiellement les glandes. Les glandes. Comme ce qu'on a vu chez l'homme, chez la femme, les glandes sont représentées premièrement par les ovaires. Et les ovaires, c'est l'équivalent des testicules chez l'homme, c'est une gonade, des ovaires. Les ovaires sont des organes pairs responsables de la production, premièrement, des ovocytes. Les ovocytes, ce sont les cellules qui vont être fécondées par les spermatozoïdes pour donner un œuf, c'est-à-dire le démarrage de développement embryonnaire. Et deuxièmement, ils sont responsables de la production des hormones, à savoir les oestrogènes et les progestérones, les hormones féminines. Deuxièmement, après les ovaires, il y a une deuxième glande, c'est ce qu'on appelle la glande de Bartholin. Et cette glande de Bartholin, c'est la glande périnéale. C'est une glande qui est située au niveau du périnée superficiel, de part et d'autre du vestibule. C'est une glande de paire et qui, dans les orifices ou bien dans les canaux, s'abouche au niveau du vestibule de la cavité vaginale et qui est responsable d'une sécrétion facilitant le rapport sexuel. À côté de ces glandes, nous avons le deuxième groupe d'organes, ce sont les voies génitales. Les voies génitales, et ces voies génitales sont représentées par trois organes qui sont premièrement l'utérus, qui est l'organe essentiel parmi les voies génitales, et vous allez remarquer qu'au cours de notre étude, nous allons insister beaucoup sur l'étude de l'utérus. Deuxième voie génitale, ce sont les trompes utérines ou les trompes de Fallope. Et ces trompes utérines, ce sont deux conduits qui sont reliés aux deux cornes ou bien aux deux angles supérieurs de l'utérus et qui vont relier l'utérus c'est-à-dire en latéral et postérieur aux ovaires. Troisième élément qui constitue les voies génitales, c'est le vagin, c'est la cavité vaginale. Troisième groupe d'organes qui constitue cet appareil génital, ce sont les organes génitaux externes. Organes génitaux externes. Et comme on a vu chez l'homme, les organes génitaux externes sont représentés par la verge. Par contre, chez la femme, les organes génitaux externes sont représentés par la vulve. La vulve. Après petit a, définition, B. Quel est l'intérêt de cette étude? L'intérêt de cette étude, je peux mettre 3 croix, 4 croix, autant de croix qu'on veut. Pourquoi? Parce que l'intérêt est majeur. L'intérêt est majeur pour différentes raisons. Premièrement, il y a un intérêt physiologique. En physiologie, l'appareil génital joue un rôle important parce que c'est l'appareil qui est responsable de la procréation, c'est le maintien de l'espèce, c'est la gestation. Donc une anomalie de développement de cet appareil ou bien une anomalie acquise va entraîner bien sûr une stérilité chez la femme. Et bien sûr, cet appareil est important sur le plan sexuel chez la femme. Intérêt physiologique, il y a un deuxième intérêt qui est un intérêt pathologique. Et intérêt pathologique, les exemples sont très très nombreux. On peut commencer par l'infection. L'infection de l'appareil génital est un problème
extrêmement fréquent et on peut commencer de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. On peut avoir des vulvites, on peut avoir des vaginites, on peut avoir des endométrites. Et si l'infection n'est pas traitée, elle peut monter jusqu'aux trompes, ça va donner des salpingites. Et si l'infection progresse encore, elle va être disséminée ou passer vers la cavité péritoniale pour donner une péritonite, parfois mortelle. Ce qui fait la connaissance de l'anatomie nous permet de suivre en quelque sorte ces processus pathologiques. Après l'infection, on peut citer aussi le problème des tumeurs. Et les tumeurs au niveau de l'appareil génital posent un problème sérieux. Pour quelle raison? Parce que les tumeurs au niveau de l'appareil génital sont fréquents. On cite ici les tumeurs du col de l'utérus, qui représentent la deuxième tumeur après le cancer du sein et qui pose un véritable problème de diagnostic, problème thérapeutique et problème évolutif. Après le col de l'utérus, il y a aussi l'ovaire le siège fréquent de tumeurs de l'ovaire qui sont le plus souvent sont des tumeurs silencieuses qui peuvent aller jusqu'à, surtout les cancers, qui peuvent aller jusqu'à la carcinose péritoniale, c'est-à-dire l'envahissement de la cavité péritoniale par le processus tumoral. On peut noter aussi les tumeurs bénignes, les tumeurs telles que les myomes au niveau de l'utérus. Donc vous remarquez que la pathologie elle est vaste, elle est énorme. On peut citer aussi les malformations. Les malformations, la même chose, est une cause fréquente de stérilité. Et ces malformations, elles peuvent être des malformations sévères, telles que les agénésies, c'est-à-dire l'absence de développement d'une partie ou bien la totalité de cet appareil, comme elles peuvent être des malformations minimes, telles que certaines malformations au niveau de l'utérus ou bien au niveau des trompes. Donc, vous avez remarqué que l'intérêt est majeur, d'où l'étude de l'anatomie de l'appareil génital chez la femme revêt c'est-à-dire un intérêt capital. Après cette introduction, on va aller à grand 2. À grand 2, et on ne va pas suivre le plan qu'on a mis au début au niveau de la définition, on va essayer d'aller directement vers l'étude des voies génitales. Et le premier élément qu'on va étudier, c'est l'utérus. L'utérus. Pourquoi l'utérus? Parce que, comme j'ai dit dans l'introduction, c'est l'élément essentiel à étudier au niveau de l'appareil génital chez la femme. On commence par une définition. Donc, petit a, définition. Donc, c'est quoi l'utérus? C'est un organe musculaire creux. C'est un organe musculaire creux qui est situé au niveau du pelvis, au niveau du petit bassin. Il occupe la loge moyenne, la loge viscérale moyenne, derrière la vessie, en avant du rectum. Et puisque c'est un organe musculaire creux, tapissé à sa face interne par ce qu'on appelle l'endomètre et qui est responsable de la gestation. Donc c'est l'organe de la gestation. Organe de la gestation, c'est-à-dire la grossesse. Au début de la grossesse, il va avoir un petit volume et à la fin de la grossesse, donc l'utérus va occuper toute la cavité abdominale et il va avoir une hauteur qui est très importante, qui est due au développement, bien sûr, du fœtal. Après cette définition, petit b, on va voir la configuration externe de l'utérus. Bien sûr, configuration externe et situation. Donc, la situation, on en a parlé. Où se trouve l'utérus? L'utérus
occupe la loge génitale, la loge moyenne, viscérale moyenne, je répète, derrière la vessie, en avant du rectum, et bien sûr limité latéralement par les deux loges latéraux viscérales. Il est couvert en haut par le péritoine et en bas, il y a la cavité vaginale et au-delà de la cavité, vous avez le diaphragme pelvien et le périnée. Concernant la configuration externe, nous allons choisir deux vues, une vue de face et une vue de profil. Comme ça, on va essayer de voir la configuration exacte de l'utérus. Si on choisit une seule vue, ça sera incomplet. Donc, le premier schéma, c'est une vue antérieure de l'utérus, vue antérieure de l'utérus, montrant sa configuration externe. Et le repère est facile, le haut c'est le supérieur, et ici à ma droite c'est la gauche, la partie gauche du schéma. Donc l'utérus va avoir une forme triangulaire avec deux angles supérieurs, droit et gauche, et en bas un sommet. Donc l'utérus va se présenter de cette manière. On suppose là, on va couper les deux prolongements latéraux qui sont les trompes, la trompe droite et la trompe gauche. Ils sont coupés et de là, on divise l'utérus en 4 parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle le fond de l'utérus. C'est le fond. Donc, c'est la partie la plus supérieure, la plus supérieure, et la partie convexe, on l'appelle le fond. La deuxième partie, la partie large de l'utérus, on l'appelle le corps. C'est le corps de l'utérus. C'est une partie élargie et qui va relier une partie étroite en bas avec le fond. La troisième partie qui est étroite et pratiquement cylindrique, c'est ce qu'on appelle l'isthme. C'est l'isthme de l'utérus. Et la dernière partie, c'est le col. Donc voilà, l'utérus est formé de 4 parties. Une partie supérieure, c'est le fond, partie intermédiaire, le col, partie inférieure, c'est l'isthme, et l'extrémité inférieure, c'est le col. L'utérus est relié, ou bien l'utérus présente près des angles supérieurs un ligament qui, au niveau de sa face antérieure, et ce ligament, il va relier l'utérus avec la partie vulvaire, c'est-à-dire que ces deux ligaments, ce sont les ligaments ronds. Ligaments ronds qui vont tirer l'utérus, ce sont des moyens de fixation de l'utérus qui vont tirer l'utérus vers l'avant, et ces deux ligaments vont traverser les orifices inguinaux pour aller se fixer près de la vulve, au niveau de la vulve, près des petites lèvres. Donc ce sont les ligaments ronds. Ligaments ronds. Le deuxième schéma qu'on va faire, c'est une vue de profil. Mais avant, on peut donner des dimensions, c'est-à-dire quelle est la hauteur de l'utérus. Elle est de 7 cm. 7 cm avec une variance chez la multipare. Donc chez la multipare, on peut assister à une augmentation de volume de 1 cm, mais en 7 cm en moyenne, et ceci est important surtout dans la mise en place des moyens contraceptifs. Quand une femme vient pour choisir un moyen contraceptif, on peut introduire un stérilet, mais avant de l'introduire, on doit mesurer la profondeur de l'utérus. Donc il faut respecter cette profondeur, sinon on peut implanter l'utérus au-delà du fond, c'est-à-dire on peut l'implanter dans la cavité péritoniale. Sur la vue de profil,
Si on fait une vue de profil, les repères vont changer, bien sûr. On va avoir le supérieur en haut toujours, mais là, c'est le postérieur parce que c'est une vue de profil. Sur cette vue de profil, on va avoir le schéma suivant. L'utérus, il va avoir une inclinaison. Voici le corps de l'utérus. Et après, le col va avoir une disposition différente, c'est-à-dire une disposition verticale. Donc, on compare l'utérus à une poire. Sur le profil, l'utérus a la forme de poire. Mais cette poire n'est pas rectiligne. Cette poire, elle est cassée. Elle est cassée au niveau de l'angle. C'est la raison pour laquelle il y a un axe, c'est ce qu'on appelle l'axe du corps, et il y a un deuxième axe qu'on appelle l'axe du col. Et je signale qu'à ce niveau, il y a le départ des deux trompes. Donc la trompe ici, c'est la trompe gauche parce que c'est une vue latérale gauche. Donc c'est la trompe gauche et la trompe droite, elle est de l'autre côté. Et près de l'angle, comme ce qu'on a vu sur la vue de face, près de l'angle, il y a le départ de quoi? Le départ du ligament rond. Le ligament rond qui va fixer l'utérus au niveau de la paroi antérieure. Donc si on dessine là les deux axes, le premier axe c'est l'axe du corps et le deuxième axe c'est l'axe du col. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a un angle qu'on appelle l'angle d'antéflexion. Donc l'utérus est fléchi. Et cet angle est estimé à 110 degrés de flexion. Donc c'est un angle alpha, et alpha est égal à 110 degrés, égal l'angle d'antéflexion. Mais il n'y a pas que cette déviation, il y a une autre déviation. Une autre déviation par rapport à quoi? Par rapport à l'axe du pelvis, parce que le pelvis, c'est un espace qui est limité à sa partie supérieure par le détroit supérieur, mais le détroit supérieur n'est pas situé dans un plan horizontal. Le détroit supérieur est situé dans un plan oblique. Chez la femme, il est oblique de 60 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, si on trace un axe qui est perpendiculaire au plan du détroit supérieur, on va remarquer que l'utérus, il est dévié par rapport à cet axe. Donc, l'autre axe, il va passer à ce niveau, c'est-à-dire là, et on va avoir un deuxième angle, et cet angle, on l'appelle comment? On l'appelle angle d'antéversion. Donc le deuxième angle par rapport à l'axe du pelvis, et cet angle s'appelle donc bêta. Donc je peux écrire là bêta, et bêta, c'est l'angle d'antéversion. Donc l'angle d'antéversion, c'est par rapport à l'axe du pelvis, et l'angle d'antéflexion, c'est l'angle du corps par rapport à l'axe du col. Donc voilà la configuration externe de l'utérus comme on l'a étudié. Sur la face, il a une forme triangulaire avec deux angles qui se prolongent supérieurs, qui se prolongent par les trompes, et un angle inférieur qui est caractérisé par le col de l'utérus qu'on va développer après. Et sur le profil, il a la forme de poire avec une antéversion, une antéflexion. Et cette antéversion et antéflexion, elle est importante, elle doit exister. Elle intervient où? Elle intervient dans la stabilité du pelvis, la stabilité de l'appareil génital. Pour quelle raison? Parce que le corps de l'utérus, comme on va voir, il est antéfléchi, il repose sur la face supérieure de la vessie. Si l'utérus est vertical, s'il n'y a pas ce cap, s'il n'y a pas cet angle,
l'appareil génital va tomber. Il va tomber et on va avoir une ptose de l'utérus. C'est ce qu'on appelle un prolapsus. Ça s'appelle prolapsus génital. C'est-à-dire que l'appareil génital va descendre et il aura tendance à sortir par la cavité vaginale avec des degrés. Degré 1, degré 2 et degré 3.